On ne va pas faire dans l'ordre des tables, mais dans la chronologie des trains à prendre. Donc on va commencer, Isabelle, par la table numéro... Je vais regarder. Il y en a une qui part aussi, qui prend son avion. Oui, c'est Dominique. Dominique Lavolée. Je ne connaissais pas le numéro de la table. Moi, c'était la table. T'as combien de temps avant de partir ici? Et toi? Pareil. Ouais, voilà là. On va laisser partir. Bon, allez, on écoute. Donc, Alors, ceux qui ont des trains à prendre et qui sont rapporteurs de table doivent se présenter ici. Et puis après, on y va. Alors, Ouais. Donc là, c'est juste vous annoncez la table ronde. Oui. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui, j'ai l'impression. Donc, Jérôme Morisset, je suis infirmier en pratique avancée à l'EPSM Georges Mazurel en Vendée. Je suis rapporteur de la table numéro je ne sais pas combien. Le thème en fait était infirmier en pratique avancée numéro 3, merci. Infirmier pratique avancée, quel lien avec la recherche? Alors, pas mal de choses, mais je vais essayer de faire très rapide parce que j'ai un train à prendre. Bon, IPA et recherche, c'est pas forcément quelque chose de synonyme. Pour autant, il y a des compétences. L'IPA a un niveau de compétence. Ok, merci. Un niveau de compétence, un niveau de formation en recherche. Ce qui veut dire qu'il est forcément intéressé par ce sujet-là. Il y a évidemment un niveau de formation qui est différent en fonction des universités. Je pense que ça a été dit, ça a été écrit à plusieurs reprises. Pour autant, c'est quelque chose, c'est ce qui ressortait vraiment des discours, enfin des discussions de la table, c'est que le regard de l'IPA au quotidien, sur son métier, sur sa pratique, sur son rapport avec les autres professionnels et avec les personnes soignées, est modifié par cette formation-là, avec un regard scientifique, une posture de... J'ai un collègue qui a utilisé ce terme-là, de posture de chercheur, ou en tout cas de dimension d'approche scientifique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Certains d'entre nous, là, autour de cette table, avaient déjà une antériorité de chercheur ou de dynamique de chercheur. Donc voilà, ils ont pu continuer ça et monter en compétence sur cette dimension-là. D'autres participent ou vont participer à des groupes de recherche, soit en les créant, soit tout simplement en y participant. L'idée principale, en tout cas, c'est de pouvoir permettre une acculturation de la recherche aux équipes soignantes, aux équipes infirmières, au sein des établissements. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Puis, évidemment, possiblement développer des projets de recherche, soit universitaires par un doctorat, soit d'autres types d'études, de programmes de recherche. Bon, en tout cas, le gros point, c'est vraiment l'acculturation. L'IPA a d'après nos discussions, un gros rôle dans cette diffusion des recherches, dans cette diffusion des données probantes et dans l'accompagnement des équipes et de la culture de recherche. Un dernier point très vite. Un élément très important. On a, en tant qu'IPA, une dimension de compétences infirmières et médicales. D'accord ? Pour autant, on reste infirmier. Et ça, c'est vraiment un point très, très important. Dès qu'on abordait la dimension de recherche, c'était sur le plan infirmier et non pas le plan médical. D'accord ? Voilà. Je terminerai par ça. Merci. Merci. Alors, on va donner la parole à la table qui avait choisi sa thématique. Et donc, c'est Dominique Lavalée qui va venir nous parler de François Tosquelles. D'ailleurs, elle m'en parle depuis 2 jours. Donc, forcément... mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe de l'IPA à François Tosquelles. Et moi, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Juste une seconde, on vient de me dire que vous avez laissé beaucoup d'affaires de sacs dans la salle de resto. Il faudrait récupérer. Voilà, les serveurs viennent de passer.
Alors, 3 minutes pour Tosquelles. Je sais que c'est une fervente, donc... On est parti. Oh, pardon. On en a parlé un peu, donc je ne vais pas m'étendre sur son histoire, mis à part le fait qu'on parlait avec François Tosquelles de déconiatrie. C'est lui qui a inventé le terme, parce qu'il disait que le patient déconnait, que lui déconnait, et qu'ils arrivaient finalement à trouver un fil conducteur qui les menait à une thérapie intéressante. Alors, on a des gens dans le groupe qui connaissaient très bien Saint-Alban. Donc, on est parti sur le fait que la société à Saint-Alban s'adaptait aux patients, que le patient travaillait, puisqu'avec la psychothérapie institutionnelle, François Tosquelles avait donné du travail aux patients. C'était nouveau, c'était des pavillons, des gardiens. Il a donné une forme d'identité aux infirmiers, un début, et une psychothérapie institutionnelle qui faisait travailler autant sur les patients que sur les infirmiers, bien sûr. Donc, il y avait une ouverture aussi sur le village. Par exemple, la boulangère, un patient arrivait pour chercher du pain, il donnait la moitié de la somme, elle lui disait, il revenait le lendemain, ce n'était pas un problème. Le pompiste, il y avait un patient qui arrivait en faisant semblant de conduire une moto, le pompiste faisait semblant de le servir. Tout était un petit peu global comme ça dans cette société. Alors, là, la société acceptait vraiment la folie. Tout le monde veillait sur tout le monde, sur un pied d'égalité, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Chacun avait sa place et on respectait la place de chacun. Ça se fait dans certains pays européens, apparemment. On va essayer d'explorer ça pour avoir plus d'éléments. Donc, il y avait aussi l'ambiance, le village, alors que maintenant, on a reconstruit finalement des murs. On est coincé avec des notions d'hygiène, de sécurité terribles. Là-bas, ils utilisaient les pioches et les machines à bois à Saint-Alban. Maintenant, vous imaginez ça, rien que pour faire une omelette, il faut des œufs en poudre. Là, ça diminue l'autonomie des patients de manière considérable parce qu'on fait tout à leur place. Ils ne peuvent pas utiliser une plaque en vitrocéramique, un micro-ondes, un grille-pain. Et finalement, il y a un patient qui disait à un du groupe, de toute façon, moi, je considère que c'est des animaux sauvages, tous ces éléments, parce qu'ils ne les approchaient pas. Dans l'actu, on voit bien sûr le DSM, la CIM, on met tout dans des cases. On le voit de plus en plus. On donne aussi des médicaments par rapport à chaque symptôme. Le patient, il ne faut pas qu'il délire, même si le délire, c'est intéressant pour lui. Non, il faut couper le délire. Le bruit, non, il ne faut pas qu'il fasse trop de bruit. Il ne faut surtout pas qu'il fasse trop de bruit. Et puis, alors, la violence, n'en parlons pas. Voilà. Et le système judiciaire... et le système judiciaire est là pour refermer... Bravo pour l'exercice. Pile poil, bravo. Donc, on reprend la liste, sauf s'il y en a qui ont des impératifs de temps. Donc, le prochain groupe qu'on va entendre, c'était celui de la table consacrée à la structuration du réseau de recherche en soins en France, l'ADRPSI, dont on a pas mal parlé quand même hier. Oui. 3 minutes. Régis Romeau, donc cadre de santé Saint-Jean-de-Dieu. Alors, on a mis en avant d'abord que ce soit un réseau ouvert à tous les professionnels, toutes les professions, et qu'on puisse avoir des chercheurs praticiens, pas uniquement chercheurs. Qu'on ait des ressources méthodologiques sur la méthodologie de la recherche avec éventuellement du conseil. Mettre en lien avec les structures existantes. Alors, c'est vrai que dans les échanges, on a entendu beaucoup de structures. Scodoxy qui est connu, mais Résiloc, Colloque Nomade, par exemple. Et puis également, mettre en lumière les recherches en cours avec peut-être des invitations interétablissements, plutôt qu'avoir des grandes journées, faire plutôt des choses un peu ciblées en plus petits comités. Que ça permette également d'avoir un état des lieux, des unités de recherche existantes pour pouvoir les valoriser et puis éventuellement faire émerger de nouvelles idées de recherche dans les établissements. Et puis enfin, déposer un fonds de demande de fonds, enfin des fonds financiers pour pouvoir structurer. Ça va être possible, apparemment, ouais. Voilà, on a entendu, en tout cas, on l'a bien entendu. Voilà, merci.
Alors, la table ronde suivante me tient particulièrement à cœur puisque c'était la nôtre. Donc, penser, écrire, communiquer et publier. Et donc, je crois que... Alors, il est parti, il a été saisi d'effroi. Non, c'est bon. Non, mais à un moment, je me suis dit, c'est cassé. C'est vrai que c'est plus facile d'écrire que de rapporter parfois. Et si. Alors nous, le groupe, c'était effectivement penser, écrire, communiquer. Oui, publier. juste se présenter en... Pardon, 10 excusez-moi, je suis... secondes. Oui, mais il faut lui rajouter des secondes, alors. Je m'appelle Yves-Marie Fro, je suis infirmier de secteur psychiatrique, diplômé en 91, et je suis actuellement cadre paramédical de pôle à l'hôpital de Limoges. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai retenu quand même de notre tour de table, c'est que globalement, tout le monde a envie d'écrire. Il y en a qui le font toute l'année, il y en a qui reçoivent toute l'année, et puis il y en a qui ont envie d'envoyer toute l'année, qui n'osent pas nécessairement envoyer. Ça, c'est ce que je retiens. Et en l'occurrence, le mot qui nous a guidé, enfin la phrase qui nous a guidés, c'est de toute façon, il faut écrire pour être lu. Ça, je pense que c'est important. Après, c'est vrai que se pose la question de la légitimité à l'écriture, ces fameuses interrogations, l'envie d'y aller, mais pas le courage d'y aller. Le cancer. Alors c'est vrai que, sans le citer, mais Christophe a témoigné devant nous que il faut se lancer, il faut oser, il faut y aller, il faut envoyer, il faut harceler peut-être les revues pour essayer en tous les cas, d'échanger ce qu'on a envie de faire passer. Aujourd'hui, en plus... on constate quand même qu'il y a beaucoup de moyens pour le faire. Hein. Je veux dire, il y a les revues, les blogs, les sites internet, donc on n'a peut-être pas d'excuses pour ne pas le faire en tous les cas. Dans l'envie, qu'est-ce qu'on veut faire passer dans l'écriture ? Très, très souvent, les différentes formes en tous les cas de l'écriture, c'est on avait une collègue de l'IFSI, c'est aussi pour transmettre de l'histoire, faire apprendre bien évidemment, donner envie de lire aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Je m'excuse, c'est un peu dans le désordre parce que manger et écrire, c'est pas facile. J'ai retenu, alors c'est vrai que c'est peut-être plus le Covid aussi qui a permis ça, puisque avec le télétravail, avec plein de choses, le travail à distance, en tous les cas, a donné l'envie d'écriture par le biais de correspondance. Hein, c'est ce dont on a parlé, peut-être qui finiront peut-être par être édités. Qu'est-ce que je pouvais vous dire ? Je regarde l'heure aussi. Il y avait aussi, il y avait une équipe, il y avait des collègues d'UZES qui nous parlaient que leur envie d'écriture, eux, c'était aussi un sentiment parfois que leur travail n'est pas reconnu et essayer de lancer une initiative collective pour pouvoir aussi mettre en avant le travail qu'ils estimaient peu vu et pas assez reconnu. J'ai entendu parler de carnet de route aussi sur certaines choses. En tous les cas, globalement, moi j'ai entendu des conseils aussi, puisque Isabelle qui était à notre table, en gros, c'est il ne faut pas s'arrêter simplement à ce qu'on écrit, il faut oser l'envoyer, oser appeler, et que ce qu'on écrit n'est jamais idiot. Il n'est peut-être pas toujours bien mis en forme, mais en tous les cas, ça peut aussi, par des conseils, d'abord, ça nous permet de progresser, et puis ça permet à terme peut-être de construire beaucoup plus... facilement des articles, enfin des écrits qui deviendront des articles. Moi, ce que je voulais... Je peux me permettre un dernier mot quand même. Juste un mot. Moi, je pense quand même, et je pense que c'est important, je pense que l'écriture, dans tout ce qu'on fait dans l'écriture, c'est quand même pour défendre ce qu'on fait, nos pratiques, le soin qu'on veut absolument défendre. Et moi, derrière tout ça, je pense qu'il y a quand même un énorme côté militant. Voilà. Bravo. Oser, plus aucune excuse. Alors attention, là ça devient sérieux. Le devenir des rencontres et ses perspectives en francophonie. Voilà. Je pense que 15 secondes iront. Non mais c'est parce que c'est une bonne nouvelle. Si. En fait, on en a parlé hier. Ouais. Et on a répondu à la question et on s'est dit qu'on répondrait ça une fois qu'on aura mis au propre notre liste de personnes intéressées par la création de la DRPSI, qu'on fera une visio. Et évidemment, ces questions seront abordées. En tout cas, il y a une chose est sûre, la dimension francophone est au cœur de notre projet de rencontre et elle est à cœur de la maintenir
notamment avec nos amis suisses, canadiens, belges, et puis peut-être d'autres demain. Ben voilà. C'est moi qui ai gagné. Alors, on enchaîne avec aller en PHRIP. C'est pas français, aller en PHRIP. Hein. Franchement, c'est par où, point d'interrogation? C'est par où? Aller en PHRIP, c'est par où? C'est par où? Plusieurs, nous sommes plusieurs. Vous vous présentez rapidement? Très rapidement? Ah oui, oh, très très rapidement. On est trois. Donc, je suis Sonia André, je suis cadre de santé au CHS de la Savoie. Il faut enlever le masque, descendre le foulard et rapprocher le micro. Ça fait beaucoup de choses. Je ne peux pas le mettre à poil. Donc, Sonia André, responsable de formation cadre de santé au CHS de la Savoie. Donc, pour parler de l'entrée, on va dire, en recherche, il y a plusieurs, on va dire, possibilités, mais la plus rapide serait tout simplement déjà de passer par connaître un réseau, effectivement, par rapport à cette recherche, savoir comment on peut pénétrer dans une idée, en tous les cas, quand on a une idée de recherche sur la formation, de s'intéresser à tout ce qui est colloques, journées, lieux qu'on peut suivre, personnes qu'on peut suivre également par le biais des réseaux, toujours. Se demander ensuite, et finalement, d'accord, faire de la recherche, c'est bien, mais à quoi ça sert? Quelle est l'émulation pour pouvoir faire ça? Justement, effectivement, pour faire de la recherche, il faut aussi avoir, on va dire, un leadership qui permet de pouvoir tenir cette possibilité sur le long terme, hein, parce que la recherche, effectivement, ça dure longtemps. Et ça permet aussi d'apporter à votre institution une vitrine, c'est-à-dire on va vous repérer, on va pouvoir faire... Voilà. Merci, Fouad Belmounès, infirmier de recherche clinique au CHU de Saint-Étienne. Donc moi, je me suis mis dans la peau d'un infirmier d'un infirmier classique, on va dire, dans un service d'hospitalisation au service direct du patient. Donc on se rend compte qu'on a la tête dans le guidon et qu'on s'autorise pas en fait à se poser, à prendre un peu de recul et à mettre du sens sur ce qu'on fait. Et on a remarqué aussi qu'en psychiatrie, peut-être que plus dans d'autres spécialités, on a cette capacité à s'indigner. Donc il faut se le dire que la recherche clinique, et plus particulièrement la recherche en soins infirmiers, n'est pas réservée à une élite. Il faut qu'on se l'autorise quelque part. Et je pense que dans les équipes, en ce moment, on n'a pas encore ce réflexe. Donc qu'on puisse, comme disait ma collègue, être leadership dans ce domaine. 57 secondes. Donc, comment devenir de ce petit curieux, de ce libre penseur, comment devenir chercheur? Mobiliser son approche réflexive, s'entourer, oser, communiquer. C'est avant tout un travail d'équipe, de compétences. D'où l'intérêt d'être pluridisciplinaire. Démultiplier les compétences des épidémiologistes, des statisticiens, des informaticiens. Non. Bien sûr que si, des experts. S'entourer d'experts qui nous ont montré la voie. S'entourer d'eux pour se faire relire les reviewers, valider une méthodologie, présenter, s'imposer et ainsi développer une qualité des soins au service de qui? De l'usager de soins de santé mentale. Là, la comédie française a qu'à bien se tenir, à mon avis. Alors, on enchaîne ensuite sur la place de l'infirmier chercheur. Donc, je crois que c'était Yvonne qui s'y colle. Non, il y en a encore un. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, Yvonne Kenom, infirmière à Saint-Étienne. Voilà, donc nous, on a parlé de la place de l'infirmier chercheur à l'hôpital.
On s'est posé la question de comment faire la promotion de la recherche en fait aussi à l'hôpital. On a parlé de la question du financement en se disant en fait ça sert à quoi de faire de la recherche pour un hôpital. Comment est-ce que l'hôpital y trouve son intérêt parce qu'il y avait la question des financements. Comment est-ce qu'on valorise les infirmiers qui font de la recherche? Comment est-ce qu'on motive nos directions à financer du temps de recherche pour les infirmiers? Donc, c'est vraiment la question de comment on emmène à l'engagement de tous les acteurs dans la recherche infirmière, de l'infirmier, du cadre supérieur, du directeur des soins au directeur d'établissement. On s'est dit peut-être qu'il faut y aller un peu en marche forcée comme pour le reste à l'hôpital et intégrer ça à la qualité, puisque c'est aussi, il nous semble, quelque chose qui détermine la qualité d'un établissement, la capacité des équipes à pouvoir s'évaluer elles-mêmes, faire un retour sur ce qu'elles font et réfléchir à leurs pratiques. Et que si c'est intégré à la qualité, à ce moment-là, nos directions trouveraient que c'est intéressant de le développer. Qui avait à développer une culture recherche et pas forcément qu'une culture de la recherche dans l'idée de se dire que ça doit vraiment partir de la clinique, de ce qu'on voit, et de vraiment juste un positionnement, un engagement à réfléchir à l'impact des actions qu'on mène, être en questionnement, que c'est quelque chose qui ne doit pas concerner que l'IPA, que les infirmiers-chercheurs doivent aussi rester dans la clinique, que ça doit engager tout le système à pouvoir faire des ponts entre l'hôpital aussi et l'extérieur, entre les pôles aussi, voilà, qui avait besoin de soutien et d'accompagnement à la fois méthodologique pour aller à la question du développement d'une étude, vraiment de ce qui se passe à la construction d'un projet de soins, qui avait aussi la question du management, parce qu'on pouvait difficilement demander aux infirmiers d'être des exécutants et en même temps leur demander d'être suffisamment créatifs pour faire de la recherche. Merci. Merci à tous. C'est un moment qui nous redonne de l'énergie. C'est aussi bien que le café, ces ateliers-là, hein. Voilà, moi je voulais juste profiter d'avoir le micro pour remercier Jean-Paul de ce printemps de la recherche qui effectivement arrive au mois de mars parfaitement. Je voudrais juste qu'on ait tous une pensée pour nos collègues ukrainiens en ce moment. Ils sont en train de bombarder les hôpitaux psychiatriques. C'est juste une parenthèse, mais je pense qu'on est tous ensemble. Et voilà, donc je vais la refermer, mais on ne peut pas ne pas y penser. Voilà.